Nous vous voyons très nombreux devant vos petits écrans. C'est pour suivre votre émission préférée, Habitat et Société. C'est un journal de l'environnement. Aujourd'hui, le carton du jour, nous allons parler sur les conflits dans les Beaux-Arts, qui a suivi le cours de la loi numéro 15 par 25 du 31 décembre 2015. Il a trouvé des béquilles le 13 juillet 2021 avec un arrêté 0025 signé par le ministre national, bien sûr. Mais les conflits ne terminent pas. Bien sûr, sur la Terre, les conflits ne peuvent pas terminer, mais nous cherchons par quels moyens les atténuer. Aujourd'hui, pour bien aborder ces sujets, nous avons fait appel aux techniciens urbains, aux techniciens de la ville. Nous commençons par Mme Mérance Sierra. Elle gère la circonscription de Bandaroua. Nous avons M. André Kassai. Il est chef de division des Dili. Là, nous sommes côté de l'aéroport. Mais nous n'oublions pas un technicien aussi de l'urbanisme, habitat, mais il est technicien dans l'habitat. Il s'agit de M. Stani Lusanda. Bonjour les invités. Bonjour messieurs les journalistes. Cette question, vous allez la répondre à tous les rôles. Pourquoi l'État congolais a préféré faire voter la loi 15/025 en date du 31 décembre? Nous sommes en 2015. Pourquoi l'État a signé? Vous allez vous demander depuis la création de l'urbanisme et habitat, c'était en 1988 si je ne m'abuse pas. On a donné à ces départements tout un tas d'attributions. Entre autres, on a attribué la direction de l'habitat. Et aussi, dans la direction de l'habitat, on a essayé un peu d'accorder à ces services autant d'attributions, entre autres les Beaux-Arts aussi. Fort malheureusement, depuis sa sortie, ou soit sa création, il n'y a pas eu vraiment une loi sur les Beaux-Arts. La loi créant le ministère aérien, qu'on appelait département, mais sur les Beaux-Arts, il n'y a pas eu une loi. Avec le temps, vu la croissance, vu la démographie, vu tout ce que nous avons comme réalité, on a dû quand même penser à donner à ces services ici une force pouvant ne pas être à tout moment torpillée. C'est ça ce que nous appelons la loi 015. Après plusieurs difficultés connues par les utilisateurs de ces services. Cette fois-ci, il y a eu création de la loi 015/025 qui a en elle la matière ou soit l'usage résidentiel et socio-culturel. Par rapport à votre question sur la loi 15/025 du 31 mars 2015, c'est de Beaux-Arts. Cette loi est venue justement pour atténuer les conflits des Beaux-Arts. Comme mon prédécesseur et mon collègue venaient de dire, la République n'avait pas une réglementation à la matière. Voilà pourquoi le législateur a doté la RD Congo d'une loi pouvant servir à atténuer les conflits des bails entre locataires et bailleurs. Non seulement ça, mais aussi les agences immobilières et les courtiers qui sont les intermédiaires entre locataires et bailleurs qui créent aussi des isolis dans leur façon de faire. Ils devaient être tous pris en compte dans cette loi. Et aujourd'hui, nous sommes fiers puisque nous avons une loi qui réglemente les Beaux-Arts. Merci. On ne dit pas que la loi va à l'aide. Le ministre, votre ministre de tutelle, a été chargé, c'est constitutionnel, qu'il effectue aussi l'effort
pour amener le pays à cette loi spécifique-là, signer un arrêté le 13 juillet 2021, c'est toujours pour atténuer ces conflits. Oui. L'arrêté c'est 0011, qui sont les mesures d'applicabilité de la loi. Il y a l'arrêté 0011 et l'arrêté 022 et 0151, signés conjointement entre les ministres, leurs excellences, Kazadi et Pius Mobile, pour la taxation et la redevance des taxes revenant au ministère de l'urbanisme et habitat. Alors, dans cette loi, rentrons dans la loi 0011, c'est bien déterminé, puisque nous, pour atténuer ces conflits-là, nous utilisons des procédures, puisque nous sommes l'administration. Alors, ces procédures, c'est quoi? La première procédure, c'est que l'État a fixé dans l'arrêté les nombres de mois pour les garanties, que ce soit résidentiel, que ce soit socio-culturel, que ce soit commercial. Mais je vais un peu revenir pour ce qui est des commercial, puisque c'est repris dans la loi 0011. Puisqu'il y a des nuances, il y a trop de nuances, les gens interprètent la loi de leur manière, même les avocats. Je sais que les baux à loyer, c'est une matière commerciale. Mais pour le moment, le législateur, par rapport à la jurisprudence, a voulu que, si vous prenez l'exposé des motifs de cette loi-là, dans sa dernière paragraphe, il dit que cette loi prend en compte les baux à loyer socio-culturels, commerciaux, à part résidentiel. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas voulu laisser les autres comme ça, comme si on était dans un jungle où il n'y avait personne pour réglementer cette situation-là, en attendant qu'il y ait une loi sur les baux à loyer professionnels. C'est-à-dire, la loi ici prend en compte les baux à loyer socio-culturels et commerciaux. Alors, l'État a fixé par cet arrêté 0011 et la modalité de garantie. C'est 3 mois pour les résidentiels, 6 mois pour les socio-culturels et 6 mois aussi pour, pour les commerciaux. Mais vous trouverez là où vient le conflit, puisque vous parlez de conflit. Nous avons un problème au Congo, et je ne sais pas, la population qui nous suit, nous devons aimer notre pays. Nous savons que notre pays traverse des moments très difficiles où l'État n'a pas vraiment de moyens pour appliquer sa politique pour la construction des maisons sociales. Ce sont plus les individus, les privés, qui sont en train de construire. Mais ces privés-là, au lieu de prendre 3 mois, ils prennent des fois 10 mois. Ils prennent des fois 8 mois. Maintenant, ils nous fuient. Il y a l'arrêté, un autre arrêté d'accompagnement de cette loi. C'est l'arrêté 15 de 2017, signé par son Excellence Kokonyaki. Cet arrêté dit, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, aucune transaction immobilière ne peut se faire sans présence de courtier ou bien d'une agence immobilière. Et cette agence immobilière, en réalité, doit être légalement reconnue et cette agence immobilière doit aider les 2 parties, et les demandeurs, ou bien les preneurs et celui qui met sa maison en location, de rentrer au niveau des services. Mais ils ne le font pas d'abord par rapport à ça. Puisque quand on prend déjà 10 mois, on a peur d'aller au service de l'habitat pour enregistrer et légaliser leur contrat, même signé entre parties. Puisque dans la loi 11, là, même dans l'arrêté 0011, même dans la loi 015/25, pardon, la loi 15/025, là c'est clair. On dit le contrat de bail
dans son article 3, on détermine les modalités des contrats de bail. Il y a des contrats de bail signés entre sains, donc signés entre parties. Les parties peuvent s'en saisir pour signer un contrat de bail, soit l'administration peut mettre à la disposition de la population un contrat de bail. Vous avez cité la population, je voulais revenir sur Papa Stanley. Vous êtes en direct avec la population. Chaque fois qu'on vient au bureau, lorsque la population arrive tout près de vos services. Bon, la première des choses que nous remarquons, c'est d'abord, les partis ne respectent pas la loi 15/025. Parce que si nous regardons l'arrêté 011, dans cet arrêté, il est clair, il est dit, l'habitat ne peut recevoir que les parties qui ont signé un contrat de bail. Et si vous n'avez pas signé un contrat de bail, ça pose des problèmes, vous pouvez être irrécevable. Et c'est comme ça que même l'arrêté dit, pour quel habitat puisse vous recevoir, vous devez payer des pénalités. Ça, c'est la loi elle-même qui les paye. Ce sont des difficultés que nous rencontrons parce que quand on explique aux locataires ou aux bailleurs que vous devez avoir un contrat de bail, non, ils ne comprennent rien. Ils se disent que non, ce n'est pas l'État qui a construit pour nous, sans oublier que l'État a le droit de regard sur tout ce qui se passe dans le secteur immobilier. Parce que là où il y a la paix sociale, il y a le développement. Nous sommes là seulement non seulement pour donner des préavis, mais nous sommes là, c'est pour éduquer la population, conseiller la population et leur dire quelle est la voie à suivre. Donc c'est parmi les grandes difficultés que nous rencontrons. Plus il y a les conflits, plus il y a aussi les intervenants, parmi lesquels les avocats qui vont aller soit voir le magistrat, soit voir le parquet, soit voir le tribunal. Chaque fois ça tombe, non, réquisition d'informations, c'est ce que vous recevez, non? Plus, si vous êtes traqué au parquet, comment vous vous appelez à cela? Qu'est-ce que vous demandez au juge pour que vous soyez à l'aise devant vos partenaires de la justice? Est-ce qu'il y a des dispositions, comme nous l'avons épinglé la fois passée avec un juriste qui a martelé pour montrer qu'il y a une lettre circulaire interdisant aux magistrats et à vous aussi, je ne sais pas, de ne pas déguerpir au cas où la procédure n'a pas été suivie, donc vous devez recourir. Chers journalistes, je pense que nous avons parlé de la loi. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Le Beaux Aloyers a été quand même doté d'une loi que nous devons tous respecter. Ceux qui sont premiers à faire respecter les lois sont les juristes, beaucoup plus. Mais nous avons remarqué dans notre fonctionnement, ce sont beaucoup plus les avocats qui violent les lois congolaises. Je ne les attaque pas, mais c'est puisque c'est tout ce que nous vivons du jour au jour. Demain, hier d'ailleurs, j'ai eu une réquisition d'informations, mais demandant d'envoyer un dossier qui a commencé pendant que nous n'avons même pas encore reçu toutes les deux parties. Nous ne les avons pas encore entendus sur PV en tant qu'OPJ. Il y a les hommes P qui réclament. Pourquoi? Puisque les avocats sont allés les voir. Donc on empêche l'habitat à faire son travail. Or, la loi donne toutes ces dispositions-là. Ce n'est pas à l'homme P qu'on peut envoyer les dossiers. Plutôt, l'habitat, nous, en tant que les OPJ, lorsque nous remarquons, nous constatons que dans un dossier, il y a des différends, il y a des problèmes que nous ne sommes pas en mesure de résoudre, c'est à nous de faire le PV de non-conciliation et diriger les dossiers vers le tribunal et non au parquet. Voilà la difficulté que nous rencontrons dans notre fonctionnement. Et cela ne nous pousse pas, ne nous permet pas à mieux travailler. Pourquoi? Puisque nous sommes l'administration. Lorsque déjà la justice est saisie, l'administration s'est dessaisie et elle devient incompétente, nous envoyons les dossiers
Et ce sont des dilatoires qui ne permettent pas qu'il y ait la paix entre les deux parties. Des fois, il y a des climats qui ne sont pas bons. Nous cherchons à séparer les gens selon la procédure, parce que tout, c'est la procédure. Mais lorsqu'il y a déjà ceux qui prétendent être supérieurs à l'administration, nous sommes incapables de continuer avec la procédure et nous envoyons les dossiers, puisque nous ne pouvons pas refuser à ce que la justice n'entre en possession du dossier. Ça, c'est une violation. Ok, c'est André. Oui. Une décision judiciaire, comme vous le savez, et moi aussi, a toujours été supérieure par rapport à une décision administrative. Mais comment vous pouvez parler devant les Congolais sur ce dilemme? Est-ce que les avocats enjambent toujours votre procédure pour se retrouver là-bas? Et lorsque vous êtes devant un magistrat, vous acceptez de tout donner ou il vous refuse parce que après tout, il y aura une décision judiciaire sans soupassement? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Je pense que, comme mon professeur venait de le dire, d'abord, nous avons des OPJ assermentés. Tout OPJ, son chef direct, c'est l'OMP. Mais il y a des dossiers qui doivent être clôturés au niveau des OPJ. Même des OPJ à compétence générale, même des OPJ à compétence restreinte, tous n'envoient pas leurs dossiers au niveau de l'OMP. En réalité, la matière que nous traitons, c'est une matière civile. Nous pouvons envoyer les dossiers à l'OMP s'il y a les pénales à l'intérieur. Ces pénales-là peuvent provenir de deux manières. Soit dans le conflit, il y a une bagarre, soit il y a une casse, ou soit encore dans les conflits, l'administration a compris qu'il y a des pénalités que les partis doivent payer au niveau de l'administration. Dans ces cas-là, si eux ne veulent pas payer ça, là, nous pouvons les amener au niveau non, pas encore des tribunaux, de l'OMP, pour qu'ils puissent le charger et qu'ils puissent payer les amendes transactionnelles, soit s'il y a les pénales, qu'ils puissent terminer avec les pénales et puis nous retourner les dossiers. Mais dans les cas où il y a non-conciliation, puisque normalement nous sommes là, le travail que les OPJ font, c'est pour la conciliation, pour la paix sociale, pour que les deux parties puissent s'entendre dans la modalité de celui qui demande qu'on puisse lui laisser sa maison, hein, et l'autre doit sortir, on doit s'attendre pour qu'il puisse payer et pour qu'il puisse signer les préavis. Or, les vrais problèmes se posent toujours au niveau des locataires. Les bailleurs, il y a des fois risés qu'ils sont, il a pris beaucoup de mots et il dit à l'autre, commence à consommer ta garantie. C'est une faute, hein? Oui, c'est une faute. C'était trop perçu. Car s'il y a trop perçu, l'arrêté 022 et 151 dit ceci, il doit payer 3 mois de loyer. Les bailleurs qui ont perçu 3 mois pour les résidentiels payent une amende transactionnelle de 3 mois de loyer. Les bailleurs qui a perçu plus de 6 mois pour les résidentiels et les commerciales payent 6 mois d'amende transactionnelle. Maintenant, sachant ça, pour ceux qui ne sont pas éveillés, qui ne connaissent pas la loi, ils vont demander aux locataires de commencer à consommer sa garantie, les trop perçus là, jusqu'à ce que ça va devenir, ça va rester à 3 mois ou 6 mois pour le résidentiel. Maintenant, il vient devant nous. Mais nous veillons à ça, puisque quand on pose la question au locataire, il avait pris combien de mois pour la garantie résidentielle, socio-culturelle ou commerciale. S'il dit, on doit appliquer la loi. Et si on doit appliquer cette loi-là, alors à ce moment-là, vous verrez qu'il commence à pleurer, à pleurnicher. Il y a des fois, ils arrivent au bureau, ils vous posent des problèmes. Ils viennent demander à l'État de l'aider à évacuer les locataires. Mais quand vous leur posez la question, est-ce que vous aviez signé les contrats? Non. Est-ce que vous aviez légalisé les contrats et enregistré au service de l'habitat? Non.
Mais il vient vous dire, non, chef de division, vous voyez, je n'ai pas de moyens, mais le monsieur là ne veut pas quitter ma maison. Donc, il faut qu'on prenne de bonnes habitudes à respecter les lois de la République. Merci beaucoup, ce que vous avez dit sur le trop merci. Oui. Les difficultés, nous n'allons pas les dénoncer parce que la loi de l'offre et de la demande vous frappe tous. Oui. Vous l'avez dit au départ que l'État n'a pas assez de moyens. Alors quand quelqu'un a mis sa maison en circuit commercial, il ne sait pas comment vous allez l'imposer. Papa Sani, vous avez suivi ce que les autres ont dit. Oui. Est-ce que vous avez la possibilité de conseiller la population qui vient directement chez vous? Vous pouvez, par cette interdiction, je ne prends pas tout le dossier parce que là-bas, je ne vois pas, là vous avez signé un contrat selon la demande du chef de division, avant que je vous amène devant le chef de division, votre dossier manque ça, 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 ça. Je suis capable de dire ça? Notre rôle, c'est de conscientiser la population. À ce titre, d'ailleurs, je félicite Madame Mérez qui lance, parce qu'il y a déjà une autre émission qui va bientôt lancer sur le terrain. Ça, c'est pour éduquer la population, les faire voir le bien fondé d'un contrat de bail. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a un contrat de bail, les bailleurs ignorent que c'est pour leur intérêt, parce qu'il y a certaines dispositions dans les contrats de bail qu'ils ignorent, que nous sommes tenus, nous, à leur expliquer. Alors, c'est comme nous avons dit, notre rôle c'est de conscientiser. Et nous allons bientôt le faire, parce qu'en dehors de ça, comme vous savez, nous avons une population peut-être qui n'aime pas. Quand une loi est publiée au journal officiel, elle est applicable à tout le monde. Donc, je peux ajouter aussi la manière à laquelle nous traitons ces genres de bailleurs, soit des locataires qui viennent demander les services pendant qu'ils ont violé ou soit aussi longtemps qu'ils n'ont pas respecté les dispositions légales. Nous avons toujours exigé qu'ils payent la pénalité dans ces cas-là. Dans ces cas-là, nous exigeons la pénalité. Et nous, lorsque nous remarquons aussi que dans la manière dont les bailleurs traitent les locataires, surtout pour les cas d'instabilité de bail, puisqu'il y a des bailleurs qui pensent qu'il a sa maison, aujourd'hui il peut se réveiller, il demande à un locataire de sortir, 2-3 mois après, il fait appel à un autre et ça rend vraiment faible les locataires. Vous imaginez déménager aujourd'hui, demain, le lendemain. C'est la raison pour laquelle l'État est allé plus loin jusqu'à donner même les délais auxquels les locataires peuvent rester dans une maison. Mais aux locataires aussi de respecter les clauses. Raison pour laquelle ces deux parties-là sont obligées de passer toujours chez nous pour recevoir les conseils. Et la loi elle-même a prévu des manières de faire ce travail-là. Il y a la conciliation, il y a aussi la non-conciliation. D'où nous, on est là uniquement pour accompagner les bailleurs et les locataires à comprendre leurs devoirs et leurs droits. Madame, vous parlez de la durée et de la période pour stabiliser le bail. Nous sommes par exemple dans résidentiel, bail à caractère résidentiel. C'est combien de mois, combien d'années pour que les locataires ne soient pas traqués? L'échéance est de combien? oui, la loi a bien déterminé l'échéance pour le bail résidentiel. Alors, pour éviter, n'est-ce pas, l'instabilité du bail. La loi a prévu que pour que vous, les bailleurs, avant de faire sortir ou de prendre un préavis pour votre locataire, il faut que les locataires fassent au moins 2 ans. 2 ans. Si le locataire n'a pas fait 2 ans, alors il y a une pénalité que vous devez payer au profit du locataire parce que vous avez résilié le bail avant l'échéance des 2 ans. Là, vous devez un tiers de la garantie locative. Quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent, même si le locataire vient, il est géré les enfants des bailleurs, même si le locataire se prévoit qu'il est devenu quoi que ce soit, donc votre loi lui autorise de rester dans la maison. C'est là où je viens pour dire que les locataires qui doivent bénéficier, n'est-ce pas, d'une pénalité,
doit être un locataire régulier, c'est-à-dire un locataire qui paye régulièrement son loyer et que le bailleur de son gré voudrait sans motif récupérer sa maison. Vous comprenez? Parce qu'à partir de ce moment-là, il a posé l'instabilité du bail. C'est mon degré devenu les bailleurs à part, je ne veux pas de toi, alors piment à la. Oui, les dossiers sont traités au cas par cas. Donc il nous appartient parfois, n'est-ce pas, la règle c'est qu'un bailleur, le locataire vient de faire seulement 3 mois, mais ne veut pas le lui. Mais la loi a prévu qu'un locataire qui n'a pas fait 2 ans, si vous le baillez, vous voulez le faire partir, il faut payer la pénalité. Il faut payer un tiers de la quantité locative à profit du locataire. Si je peux compléter mon OPJ, cela n'est pas automatique. C'est après lecture du dossier. Après lecture, nous allons découvrir exactement que c'est les bailleurs qui préjudicient les locataires et il a droit à un tiers de sa garantie locative pour l'instabilité de son bail. Mais lorsque nous découvrons que c'est plutôt les locataires qui violent les dispositions mises à sa disposition aussi, là d'office, nous n'allons pas préjudicier les bailleurs, nous allons demander qu'il y ait une séparation à l'amiable dans la paix. Ok, maintenant, nous essayons un peu de quitter les beaux bailleurs à caractère résidentiel et socio-culturel. Dans les socio-culturels et professionnels, et commerciaux aussi, nous étions avant-hier avec un juriste bien outillé qui a voulu de sa manière régler les problèmes sur le bail à caractère professionnel. Il a cité la loi de l'OADA qui interdit par exemple au chef de division de ne pas interférer parce que l'OADA c'est une loi internationale. Dans le bail à caractère professionnel, nous avons entendu les juristes dire l'OADA c'est une loi internationale qui a l'emprise sur la loi locale ou nationale. Et il a fustigé, il a parlé, et que le service de l'habitat ne pouvait pas aussi entrer dans le jeu pour régler les problèmes entre un locataire qui serait commerçant et un bailleur, même s'il n'est pas commerçant, mais lorsqu'il a mis sa maison en circuit commercial, vous devez vous taire. Quelle est votre défense sur cette disposition de la loi OADA? Nous savons que OADA a existé avant la loi 15/025, raison pour laquelle les législateurs ne pouvaient plus prendre encore une décision sur l'usage commercial puisque tout a été déjà dit dans l'OADA. Et il n'a travaillé que sur l'usage résidentiel et aussi socio-culturel, puisque tout ce qu'il faut, toute la matière a été déjà dite dans OADA. Mais, hélas, OADA ne couvre pas les communs des mortels que nous avons dans notre pays, lesquels commerçants. Nous avons plusieurs sortes de commerçants. Mais qui est-ce qu'on peut appeler commerçant? Dans OADA, tout est centré sur les registres du commerce. C'est celui-là, les commerçants, que OADA reconnaît. Je ne sais pas si quelqu'un qui aujourd'hui, il vient chez moi, soit chez vous, il ouvre une petite maison, mais c'est 5 boîtes de sardines, vous vous engagez avec lui à vous payer ne fût-ce que $30 par mois, arrivé à la fin du mois, il ne parvient pas à vous payer ces $30, vous allez nous parler de OADA, raison pour laquelle dans notre nomenclature, fixant les taxes et consorts, il y a l'usage commercial comme étant acte générateur des recettes. D'où nous disons que les commerçants que nous gérons dans notre système de l'habitat ou soit des baux à loyer, ce sont des commerçants ambulants qui n'ont rien à voir avec la loi OADA. OADA n'est pas venu supprimer les lois congolaises, plutôt les renforcer
les renforcer. Et tous ces soi-disant commerçants doivent être aussi encadrés par l'État congolais et protégés. Puisqu'on ne peut pas permettre à ce qu'ils soient jetés aussi dehors non plus. Madame, comment vous interprétez l'article 101 dans la loi OHADA? Et je me rappelle bien, en 2012, il y avait une disposition de OHADA qui parlait de la notification extrajudiciaire. Et cela signifiait qu'ils peuvent recourir aussi aux services non judiciaires, à nous autres comme l'administration. Malheureusement, avec OHADA, messieurs les journalistes, nous remarquons que c'est chaque année qu'il y a une édition qui sort. Nous sommes en difficulté, des modifications terribles, ce n'est pas mis à notre disposition. Nous sommes en difficulté, bientôt là nous allons faire un effort pour connaître pour cette année qu'est-ce qu'il y a et quels sont les termes de référence qu'ils ont mis dedans pour que ça puisse nous aider à... Par rapport à ce que vous faites comme service oui. Entre les locataires et les bailleurs. Oui. Papa, Stanis, tu avais à ajouter? Même dans l'OHADA, donc, vous faites allusion, il y a certaines dispositions qui nous renvoient, n'est-ce pas, au droit national. Quand je parle du droit national, je vois la loi 15/025 parce que c'est des beaux arguments dont nous parlons. Figurez-vous que dans l'OHADA ne parle jamais de garanties locatives. Et lorsque vos commerçants, locataires et bailleurs, vous donnez des garanties, vous percevez des garanties locatives, cela veut dire quoi? Vous revenez dans le droit national. C'est-à-dire, on applique la loi 15/025. Alors, tous ces avocats qui viennent discuter avec nous, c'est sur ce point-là que nous avons trouvé des problèmes. Parce qu'à partir du moment où vous avez perçu une garantie locative, alors que OHADA interdit la garantie locative, cela signifie que vous faites partie intégrante de la loi 15/025. Ok, réaction? J'ai dit au départ que l'exposé motif de la loi 15/025 est clair. C'est ce qui a même donné la force à des excellences qui sont passés dans le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat de prendre des dispositions sur la garantie commerciale de 6 mois. Le dernier paragraphe dit ceci. Cette loi prend en compte les baux à loyer résidentiels, commerciaux, socio-culturels, industriels. C'est-à-dire que ça prend ça en compte puisqu'il y a une garantie qui doit être versée. Et quand la garantie est versée, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un contrat. S'il y a un contrat, ce contrat ne peut être légalisé que par des services qui sont compétents. Et en matière de baux à loyer, les services compétents à légaliser les contrats, c'est l'habitat. Donc c'est ça. Nous allons passer en revue sur ce que nous avons dit. Mais si à ajouter, selon ce que vous percevez comme difficulté, commencerons par cette difficulté qui vous oppose avec la justice, et surtout les avocats et les magistrats. Quel est le message fort que vous lancez à la population congolaise de votre juridiction et aussi de Congolais qui ont toujours l'habitude ou qui ont cette matière dans leurs mains, ce sont les bailleurs, soit ce sont les locataires. Qu'est-ce que vous leur conseillez s'il faut consulter un avocat? Bon, puisqu'il y a conflit, je pense que tout le monde n'a pas l'habilité d'aller vers les services de l'État. Il y en a qui consultent les avocats, bien sûr. Alors, les avocats savent que chez nous, il y a toute une loi qui est spécifique, qui n'est pas à confondre avec toutes les lois. Ça, c'est spécifique, puisque ça ne parle que sur les baux à loyer. Nous ne pouvons pas aller en dehors de ce qui est mis devant nous comme test réglementaire. Nous suivons ça à la lettre pour éviter que nous soyons dérangés, puisque nous savons que
les ministères publics et supérieurs aux OPJ. Nous voulons que nous travaillions en collaboration étroite. Puisqu'il y a dans la loi, on nous donne des sanctions. Ce n'est pas à nous de sanctionner. Nous savons que pour sanctionner, il faut passer par les officiers du ministère public. Et en même temps, il y a une procédure qui nous demande, lorsque nous ne parvenons pas à décanter, qu'on établisse les PV de non-conciliation. Nous demandons à ceux qui nous laissent nous aller jusqu'au bout du dossier et à nous de leur donner de la matière à traiter et non nous confisquer. Donc on nous confisque à travers les demandes en communication des dossiers. C'est pas, ils arrivent à décanter ça comment aussi longtemps qu'ils n'en ont pas compétence. Monsieur André, vous avez reconnu, vous dites que vous ne cherchez pas l'antagonisme avec la justice. Vous avez dit tout à l'heure que les avocats doivent comprendre que lorsque ça ne colle pas et que vous aurez déjà terminé votre procédure, c'est à vous de renvoyer les dossiers ailleurs avec un PV de non-conciliation. Alors, si on ne vous écoute pas bien, qu'est-ce que vous préférez dire aux MP et aussi aux avocats qui ne maîtrisent pas du tout ce que Papa Stani a dit? Je leur dis que nous sommes tous fils du pays. Nous sommes là pour faire respecter la loi. En réalité, nous représentons le président de la République. Là, nous sommes en miniature. Puisque l'ordonnance loi a été signée par le président de la République. Et nous sommes là pour faire respecter ces lois-là. Il n'y a rien de contre entre nous et les magistrats. Sauf que la procédure. Il y a une note d'OPJ qui transmet les dossiers au niveau du TGI. Comme j'avais dit, s'il y a des pénals. Il y a un PV de non-conciliation qui part au niveau du tribunal. Mais avant d'élaborer ces PV de non-conciliation, il faut l'une des parties nous demande ça. On ne fait pas ça automatique, puisque si ça persiste, on les appelle on dit aux parties qui se sentent aisées de saisir officiellement la division pour qu'un PV de non-conciliation soit établi et que les dossiers soient acheminés avec une lettre de transmission du chef de division au niveau du tribunal. Puisque notre juge naturel, c'est le tribunal. Ce n'est pas le parquet. Le parquet, nous voyons l'on peut, comme j'ai dit, s'il y a les pénales, là on les voit. Mais sinon, s'il y a persistance de conflit, les dossiers doivent aller au tribunal pour les déguerpir. Mais, monsieur le journaliste, je vais revenir au début. Là, vous aviez soulevé quelque chose que nous n'avions pas encore répondu, je pense, par rapport à la note circulaire de M. le procureur général de la République interdisant les coups et les parquets de déguerpir les paisibles citoyens congolais. Je pense qu'il a constaté des abus. C'est une autorité, ils ne peuvent pas prendre cette décision comme ça. Mais chez nous, nous ne déguerpissons pas, nous faisons les délogements, puisque la loi nous les permet. Quand il y a procédure, il y a préavis, il y a prolongation de préavis, il y a sommation. Et puis à la fin, on doit faire les délogements. C'est un délogement administratif. Comme vous l'avez dit, il y a un juriste qui l'a souligné aussi. Oui. Vous n'êtes plus concerné. Quand bien même, M. Serge, il a dit, même vous aussi. Non, non, excusez-moi, monsieur le journaliste, je ne sais pas de la compréhension. Nous avons les lois de la République et sont censés respecter ces lois-là, puisque ces lois ne sont pas rédigées par nous. Les arrêtés ne sont pas rédigés par nous. Le législateur a demandé au ministre ayant l'habitat de ses attributions de prendre des mesures d'application pour l'ordonnance loi. Maintenant, il a pris des mesures d'application. Dans ces mesures d'application, il dit à la fin de la procédure, il nous donne les délogements. S'il en est ainsi, on doit revenir au sommet. On change l'eau, si on veut que l'eau soit assaisonnée, on va à la source.
on ne descend pas à bas. Ce n'est pas à nous demander, nous qui appliquons les arrêtés, de ne pas le faire, puisque vous savez d'abord que du point de vue les droits, une lettre ou bien une note circulaire ne peut pas abroger une ordonnance ou bien un arrêté. Ok. l'OPG, je veux que vous réagissez. Oui, je voulais un peu réagir un peu en ce qui concerne les logements et les déguerpissements. Moi, je crois que ces deux concepts doivent être dissociés, étant donné que les déguerpissements, c'est le tribunal. C'est le tribunal qui déguerpit par une ordonnance de déguerpissement lorsqu'il a constaté qu'il y a stélionnat, qu'il y a certaines infractions dans le cadre du tribunal des loyers. Et lorsque nous nous transmettons par PV de non-conciliation au tribunal, le tribunal, s'il estime qu'il doit faire partie de ses locataires, il les déloge, il les déguerpit. Mais nous faisons un délogement qui est tout à fait administratif. Un locataire à qui on a donné un préavis légal de 3 mois, on lui accorde une mise en liberté, une prolongation de 30 jours. À la fin, on lui donne 15 jours selon la loi. Il ne veut pas partir. Il faut aller au tribunal pour que le tribunal puisse le déloger. Non, alors que la loi elle-même... Vous préjudiciez voilà. le bailleur qui a fait respecter la procédure exigée par l'État. Le bailleur a respecté toute sa procédure et il nous appartient, n'est-ce pas, d'aller au délogement. Deuxième difficulté, concernant les avocats. Moi, je crois que le problème n'est pas tellement au niveau des avocats. Pourquoi? Parce que les assujettis ne comprennent pas ce que c'est un avocat conseil. Et dans la plupart des cas, lorsqu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui, ils vont courir chercher un avocat. Et quand l'avocat vient, il va seulement constater que la case commence déjà à brûler. Moi, je vais conseiller à la population qui nous regarde qu'il faut obligatoirement qu'ils aient un contrat de bail. Parce que c'est l'élément ultime qui peut les aider à régler les conflits. Parce que si le conflit est devant nous et qu'il y a un contrat de bail, ça va nous aider, n'est-ce pas, à agir. Les clauses. Voilà, les clauses. Mais s'il n'y a pas de contrat de bail, l'avocat va seulement constater. Et quand on dit à l'avocat, voilà ce que dit la loi, il faut payer des pénalités parce que votre client n'a pas de contrat de bail. Moi, je fais des manœuvres. Il va chercher des manœuvres, non, maman Mérance, excusez-moi, tout ça. Alors que c'est censé que c'est la loi, il doit quand même conseiller à son client d'appliquer la loi. Voilà certaines difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre fonction. Toute bonne chose ne dure pas si longtemps. Nous croyons que nous avons essayé de régler des difficultés. Vous avez suivi en l'âge. Nous n'avons pas besoin de juger les thèses. Mais nous voulons que chacun de nous, dans tous les cas de figure, que chacun de nous trouve ses propres thèses qui les jugent. L'État congolais a reconnu en matière de droit à chaque Congolais d'avoir soit une résidence, soit un domicile. Vous allez faire la différence entre un domicile et une résidence. Tu es dans quel cas de figure? Locataire, bailleur, mais réglé seulement le mois. Que tu aies ta maison ou autant de maisons, si vous les avez mis en circuit commercial, il y a les services de l'habitat créés par l'État dans toute sa juridiction. Le ministère règle ses problèmes dans tous les cas. Il n'est pas bon de se faire violence et il n'est pas bon de prendre la place de l'État parce que tu as construit des maisons. Il ne serait pas aussi meilleur de dire que parce que j'ai autant d'argent, je paye, que tu puisses aviser ce que les chefs de division venaient de dire sur la procédure à respecter, qu'il s'agisse dans le caractère résidentiel dans le foyer, qu'il s'agisse des personnes professionnelles, il y a la loi, il y a les règlements que nous devons observer. Nous vous remercions pour votre sympathique attention. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre à travers le monde de cette émission. Bonsoir chez vous.
Au revoir, monsieur. Merci beaucoup, merci les journalistes. C'est bon? Ah, ça va. Tu es comme un pasteur là. Ah oui. Ok.